Bonjour à tous, c'est Taton, on se retrouve pour une nouvelle analyse de BOP et dans cette vidéo on va analyser la BOP de la catégorie Hypercar pour la sixième manche de la saison 2023 du WEC avec les 6 heures de Fuji. Après des 6 heures de Monza où on a pu constater un regain de forme de Peugeot ainsi qu'une bataille assez intéressante entre Toyota et Ferrari qui a notamment tourné à l'avantage du constructeur japonais sur les deuxièmes relais, ce qui leur a permis vraiment d'être justement au-dessus sur le résultat final de la course. On passe désormais à la manche sur les terres de Toyota. Donc on va voir justement si Ferrari va avoir le répondant qu'a eu Toyota à Monza. Et donc, comme on a eu un changement de circuit, on a forcément un changement de BOP comme il était prévu. Et donc, cette BOP qui va être appliquée ici à Fuji, elle a pour particularité de tenir compte des données récoltées au cours des 24 heures du Mans et durant les trois autres premières courses de la saison. Et donc, à partir de ça, on a pu déterminer la BOP. Finalement, il n'y a eu aucune modification de réaliser par rapport à ce qui a été fait, de la version qui a été publiée depuis Monza. Je rappelle juste du coup quand même avant qu'on passe à ça, que toutes les variations en mégajoules par relais, finalement elles ne s'adaptent qu'aux variations de puissance et de masse ou encore aux caractéristiques du circuit. Sur le tableau que je viens de vous afficher, on peut voir les ajustements qui ont été effectués sur la BOP et on va passer en revue ces derniers ainsi que la hiérarchie comme je la pressens pour ces 6 heures de Fuji, sachant que j'ai pas pris le tableau officiel puisque je voulais surtout vous montrer les différences comparées aux 6 heures de Monza et donc c'est pour cela que j'ai moi-même fait mon tableau pour qu'il y ait un peu plus de clarté à ce niveau-là, pour qu'on voit un petit peu mieux justement comment est-ce que les forces en présence vont être modifiées pour ces 6 heures de Fuji. On commence donc tout de suite avec Peugeot qui est la seule voiture qui ne gagne pas de puissance puisque elle est déjà à la puissance maximale 520 kW. Par contre, comparé à Monza, la voiture perd 8 kg. Donc forcément, ça c'est quelque chose qui va l'aider, mais c'est pas le plus gros avantage finalement qu'aura Peugeot et le plus gros gain qu'aura Peugeot sur cette course, c'est surtout le fait que le déploiement de l'hybride sera 15 km/h plus bas sur le train avant, et ça c'est quelque chose d'assez significatif pour cette voiture qui avait, on va dire, beaucoup de mal en sortie de virage. Enfin, c'était son point faible euh, assez visible, en tout cas à Monza, en sortie de chicane. La voiture avait énormément de mal à motricer, et donc avec ces 15 km/h en moins pour l'activation du système hybride sur les roues avant, ça va vraiment stabiliser la réaccélération de la voiture. Donc je pense qu'il y aura un gros gain de performance lié à cela. Après, pour ce qui est des mégajoules, là finalement, voilà, c'est un ajustement qui est un peu qu'on pourrait trouver un peu bizarre finalement, puisque tous les autres vont gagner un peu d'énergie par relais, mais Peugeot va en perdre. Bon, ça doit certainement être lié aux caractéristiques du circuit. Pour ce qui est de Toyota, l'autre voiture que je considère vraiment favorite avec Peugeot pour ces 6 heures de Fuji, niveau masse, rien ne bouge. Niveau puissance, la Toyota gagne 7 kW. Et sinon, après, pour tout le reste, on a juste un mégajoule qui saute pour l'énergie par relais. A noter, pour comparer avec ce qui était la BOP en 2022 aux 6 heures de Fuji, on a une Peugeot qui, elle, faisait 23 kg de plus l'an dernier et qui faisait 4 kW de moins au niveau puissance. Donc on a déjà rien comparé à l'an dernier, un vrai gain. Donc déjà quand on voit où ils étaient l'an dernier comparé à Toyota, on a quand même de bons espoirs de se dire qu'ils vont se rapprocher, voire être au niveau. Moi je pars du principe qu'ils vont être au niveau, voire peut-être même un peu devant, à voir ce que ça va donner. Et justement, parlant de Toyota, l'an dernier, eux, ils étaient 27 kg moins lourds, mais ils avaient un peu moins de puissance, 1 kW en moins. Voilà un petit peu pour on va dire le spectre complet des données avec la BOP de 2022. Donc tout semble aller justement vers une convergence des performances entre Peugeot et Toyota, sachant en plus, au vu notamment de ce qu'on a vu, aux 6 heures de Monza avec le gain de forme de Peugeot. Ferrari, que je mets en troisième force, qui est, selon moi en tout cas, qui va être un poil en retrait. Alors, un poil, c'est vraiment. Ils étaient dans le match avec Toyota, à Monza. Là, je pense qu'ils vont être peut-être
peut-être 1-2 dixièmes au tour derrière, donc c'est pas trop significatif finalement. Mais voilà, à voir ce que ça va donner, surtout sur deuxième relais, parce que c'est là que Toyota faisait la différence à Monza. Niveau masse, eh bien là on a justement Ferrari qui prend 7 kilos, mais comme vous le voyez avec toutes les autres voitures qui suivent, c'est finalement la même sanction. Niveau puissance, Ferrari prend un peu plus de puissance que tous ses autres camarades, donc ça va aider un petit peu justement. Et sinon après en énergie par relais, forcément, vu que la voiture prend de la puissance, et bien forcément niveau énergie par relais, elle en prend aussi. On passe maintenant aux voitures qui sont de la réglementation LMDH, donc la Cadillac et la Porsche, que je vois elle, pareil finalement comme à Monza, euh, proche, mais pas dans le match, c'est-à-dire à quelques dixièmes, à 4 dixièmes au tour, quelque chose comme ça, sur les hypercars, enfin sur les voitures sur les voitures LMH, comme l'appelle la réglementation. Mais voilà, donc je vois vraiment cette même physionomie de course qu'à Monza, c'est-à-dire des voitures de la catégorie LMDH qui seront dans le coup, qui ne seront pas totalement larguées, mais qui auront besoin d'un élément en plus pour leur faire jouer le podium et la victoire. Donc ça après c'est forcément quelque chose qui est possible en endurance. Mais voilà, sinon sur le papier en tout cas, je les mets clairement pas en favori. Avec la Cadillac que je mets devant la Porsche, malgré que la Cadillac prend 7 kilos en plus, enfin c'est 2 kilos en plus que la Porsche sur la balance. Voilà, après sinon niveau ajustement en énergie ça varie un petit peu, mais ça c'est lié aux caractéristiques propres des voitures. Après voilà, j'ai pas mis Porsche devant Cadillac parce qu'en fait à Monza j'ai trouvé en tout cas que la Porsche était quand même niveau performance un peu moins, on va dire, un peu moins, donner un peu moins de moins bons signes finalement que la Cadillac qui avant tous les problèmes qu'elle a eu était dans le groupe de tête, hein, enfin était à la queue du groupe de tête pour être exact, alors que les Porsche étaient déjà elles un peu décrochées. Donc voilà pourquoi est-ce que je pense que même si Cadillac et Porsche vont se rapprocher, Porsche devrait rester derrière de pas grand chose. Cadillac. Et enfin on finit par Van Wall qui était déjà à la masse minimale et à la puissance maximale. Donc là on n'a absolument aucun changement. Et pour l'énergie par relais, là encore une fois on s'adapte je pense aux caractéristiques du circuit et de la voiture. Et donc c'est pour ça qu'on a une réduction de 10 mégajoules. Voilà donc tous les changements qui ont été faits entre Monza et Fuji. Finalement les changements sont euh, très mineurs. Le plus gros changement c'est finalement la Peugeot qui devra avoir un gain significatif en sortie de virage lent, à voir ce que ça va donner. Mais sinon, ça devrait quand même nous resserrer un petit peu le peloton hypercar, même si comparé à ce qu'on avait eu par exemple en changement avant Le Mans ou encore avant Monza, c'est clairement un resserrement qui va être minime de quelques centièmes, voire dixièmes de seconde au grand maximum. On passe maintenant justement à une comparaison avec ce qu'on avait eu l'an dernier pour voir quels sont les points forts déjà des voitures qui ont déjà roulé à Fuji. Et donc, ce qu'on peut constater, c'est que Peugeot était à l'aise dans le secteur 2, donc, puisque cette voiture était extrêmement à l'aise dans tout ce qui était virage rapide. Toyota était à l'aise dans le secteur 1 et secteur 3. Donc cette année, ça devrait encore être le cas. Peugeot devrait être à l'aise. Et Toyota, vu que leur voiture, leur GR010 Evo, elle est plutôt, semble être maintenant friande également des virages à haute vitesse. Dans le secteur 2, Toyota devrait être, je pense, au niveau de Peugeot, voire peut-être même un peu devant. Donc à voir ce que ça donnera. En tout cas, au niveau des temps. Au niveau d'ailleurs, en parlant des temps, au niveau du temps au tour idéal, vous voyez que l'an dernier, il s'agissait d'un une 30.7 ça c'est le meilleur tour en course, c'est vraiment le tour idéal si tout avait été mis bout à bout. Ça aurait été une 30.4. Donc là, je pense que cette année, au vu justement de ce qu'on a pu voir sur la dernière course, on devrait passer sous la minute 30, à voir ce que ça donnera. Voilà donc pour le comparatif des deux seules voitures qui avaient roulé l'an dernier. Et on va donc maintenant passer à la VMAX. Alors là aussi, on a des choses assez intéressantes à dire, puisque l'an dernier, Peugeot était en difficulté avec la VMAX, avec tous les problèmes qu'on savait. Maintenant, ces problèmes-là sont résolus, enfin du moins dans leur plus grande partie. Et donc, la chose qu'on peut, on va dire pour la VMAX, c'est que Toyota devrait être devant, notamment au vu des données qu'on a eues à Monza. Et vu que là, la Toyota aura un peu plus de puissance que l'an dernier, même si elle sera plus lourde, je pense qu'elle devra réaliser une VMAX un poil plus faible, à voir ce que ça donnera dans les faits.
Et pour Peugeot, justement, je pense que la VMAX devrait être assez proche de Toyota, enfin assez proche, voilà, ça devrait être au pire des cas 2 km/h de rendu en bout de ligne droite, ce qui n'est pas si énorme que cela quand on va parler justement de la suite. Ferrari, je pense qu'il devrait être, au vu de ce qu'on a vu à Monza là aussi, dans le même ordre de grandeur. Et enfin, pour tout le reste, c'est-à-dire Cadillac ainsi que Porsche, là je les vois un peu décrochés, comme c'était le cas à Monza finalement. Donc avec là, pareil, plutôt vers 4-6 km/h en ligne droite. Et bien sûr, après, on n'oublie pas la Van Wall qui, elle, sera encore plus loin, puisque cette voiture est à l'arrêt en ligne droite, puisque elle a tout simplement trop d'aéro et trop de traînées. Donc forcément, dans tous les autres secteurs de Fuji, ça va plutôt aller bien, mais par contre, dans la ligne droite principale, la voiture va tirer la langue. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Finalement, au niveau de cette BOP, c'est que globalement, avec les changements qui ont été faits, on peut s'attendre donc à une course assez intéressante, surtout, je pense, avec un duel Toyota-Peugeot, Ferrari en arbitre, je dirais quand même d'assez près, et après, Cadillac et Porsche qui devront essayer de jouer les troubles faites. Mais en tout cas, cette course qui va démarrer dimanche à 4h du matin s'annonce extrêmement intéressante à suivre. Mais en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette analyse de BOP. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut!